Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans mon potager. On va faire une petite visite du jardin. Après je vais vous parler des quelques petites nouveautés. Et puis voilà, c'est parti pour cette vidéo. C'est vrai que je vous ai fait un petit peu moins de vidéos sur le potager, alors que je sais que c'est souvent les vidéos que vous préférez. Mais moi, mon potager, grosso modo, je fais la même chose que l'année dernière, que je faisais déjà la même chose que l'année d'avant. Donc c'est potager, chaque année ça recommence. Et puis j'ai passé pas mal de temps à essayer d'aller voir d'autres jardins. Vous avez pu voir les visites que j'ai fait sur d'autres jardins, j'ai fait pas mal de ça. Et puis je suis aussi beaucoup dans l'écriture de mon prochain livre qui sera sur la forêt comestible. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai passé très peu de temps en fait au potager. Mais on va quand même faire un petit tour de celui-ci. Alors là ici on a une zone de courgettes. Voilà, une zone qui se plaît bien. Pas évident de se déplacer ici tellement ça couvre le sol. Mais voilà, en tout cas c'est les zones où je récolte quotidiennement mes courgettes. Et puis cet automne on pourra récolter également des courges. Puis il y a quelques tournesols. Bon, ici c'est une zone aussi où il y a encore des courgettes et des courges au sol, mais il y a également des laitues qui montent en graines et de la roche qui monte en graines. Ça, ces aroches qui sont ici, je les ai pas semées cette année. Elles se ressèment toutes seules en fait d'année en année. C'est très chouette et puis c'est une bonne petite plante. Là, bon, les feuilles sont un peu vieilles, mais quand elles sont plus jeunes, les feuilles, c'est comme des épinards, ça se mange. C'est une très bonne plante. Alors la nouveauté dans ce jardin, c'est que en fait tout le potager a été entièrement clôturé et j'ai eu des naissances de petits canards coureurs indiens pour pas qu'il y ait de problème de consanguinité qui se reproduisent avec leurs parents. Je les ai séparés et du coup ces canards coureurs indiens vont vivre dans le potager en permanence, ce qui permettra d'expérimenter de nouvelles choses parce que le potager classique, j'ai l'habitude, et d'avoir des canards coureurs indiens en permanence dans le potager, ça me permettra de voir concrètement quelles sont les plantes qu'ils vont manger. Est-ce qu'ils vont manger les petites salades en été par exemple? Est-ce qu'ils vont manger les petits choux? Est-ce qu'ils vont manger les radis, les carottes, etc. Est-ce qu'ils vont manger les grosses courges, les pommes de terre? A priori non, mais bon. Donc ça me permettra de vraiment expérimenter à l'année, avoir des canards coureurs indiens au jardin. Il paraît que les canards coureurs indiens mangent les doryphores, les limaces, les gastéropodes. Donc on va voir un petit peu l'impact de ces petits animaux dans le potager. Contrairement aux poules, le canard c'est un animal qui gratte pas, donc ils vont pas me retourner mes zones de culture, ils vont pas m'enlever la paille. Et le canard coureur indien, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est un des canards qui est le moins végétarien, quoi. Il passe son temps à chasser les gastéropodes, limaces, etc. ou autres petites bestioles.
Donc on va voir ça, je pense que je vous en parlerai petit à petit. Et voilà, est-ce qu'ils vont manger mes petites salades, est-ce qu'ils vont manger mes petits choux, est-ce qu'ils vont manger mes petites carottes, est-ce qu'ils vont manger mes petits radis, j'en sais rien, on verra ça. J'ai eu des tonnes de retours de gens qui me disent les canards corindiens, t'inquiète, ça mangera rien. J'ai eu d'autres retours qui disent les canards corindiens, c'est sûr, ils vont te manger tes salades, ils vont te manger tes radis. Donc on va voir ça. Alors pour être sûr que mes canards me laissent quelques salades, me laissent quelques cultures, j'installe des bacs comme ceci qui sont à 60 cm de hauteur, ce qui fait que les canards corindiens ne pourront pas y aller. Et du coup ça me permet de laisser pousser tout un tas de laitues, choux, enfin en sécurité. Là je sais que les canards n'iront pas. Je vais en faire quelques-uns, je pense que je vais faire 3 bacs comme ça dans le jardin, 3-4 bacs comme ça dans le jardin, ça me fera une petite sécurité. Et puis voilà, l'avantage. L'inconvénient de ces bacs-là, c'est que ils sèchent beaucoup plus vite, donc il faut que je surveille l'arrosage pour eux, alors que sur le reste du jardin, j'ai beaucoup moins de surveillance à faire. Niveau clôture, j'ai choisi d'utiliser des ganivelles pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a décidé qu'on trouvait ça assez joli. Deuxième chose, c'est ce qui est fait le plus localement. Ces ganivelles, en fait, sont fabriquées par une entreprise qui se trouve dans le village où je suis, donc c'est vraiment produit très localement, contrairement aux autres grillages qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage ou ces grillages classiques, on ne sait pas du tout où c'est fabriqué. Là, je sais d'où ça vient. Et puis, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, cette clôture là, elle est visible parce qu'on a piétiné et qu'on l'a installée. Ça va se végétaliser. J'ai planté pas mal de vignes au pied pour que les vignes courent sur les clôtures. Et puis voilà, donc on a entouré le potager, enfin le potager un peu plus. Le potager fait à peu près 360 mètres carrés. Grosso modo, et on a clôturé, on va dire, plus de 1000 mètres carrés dont le potager, pour que les canards puissent aller dans le potager, mais qu'ils puissent également en sortir. Ici, on a des carottes en fleurs pour faire les graines. Hop, ici, on est sur une ancienne culture en lasagne. Une culture en lasagne, mais oui, qui a été faite il y a 2 ans maintenant. Donc elle est toute compostée. Je vais la démonter bientôt, ça permettra de récolter les pommes de terre, parce qu'il y a plein de pommes de terre qui ont poussé en spontané là-dedans. Et puis de finir de récolter les oignons. Il y a pas mal d'oignons à récolter là-dedans. Et ça, je pense que cet été, on va la démonter entièrement pour en refaire une nouvelle. J'ai récupéré des tonnes de matière organique. En fait, j'ai curé un peu des mares, donc j'ai récupéré plein de matière organique azotée que je vais pouvoir utiliser pour une nouvelle culture en lasagne avec les coffrages en bois, ce qui me permettra de cultiver hors de portée des becs de canard. Et puis on voit qu'on récolte des chouettes oignons. Du coup, avant d'introduire les canards dans le potager et donc dans cette mare que l'on va agrandir d'ailleurs, on a fait en sorte d'avoir d'autres zones de biodiversité aquatique. On a restauré la pêcherie. Je vous avais montré dans ma vidéo comment faire le terreau. La pêcherie, il fallait nettoyer, curer la pêcherie avant de la remettre en eau. Là, ça y est, c'est fait. On l'a entièrement curé, on l'a remise en eau. Donc ça fait un énorme point d'eau avec plein de niveaux d'eau différents, de hauteurs d'eau différentes. Ça m'a permis en fait de prendre les animaux qui étaient là-dedans et les remettre un petit peu dans la pêcherie là-bas. On l'appelle la pêcherie, mais c'est une grande mare, il n'y a pas de poissons. C'est juste une mare avec des animaux sauvages et des végétaux sauvages. On a une autre mare un petit peu plus haut pour la biodiversité également. Et plus bas, on a des zones marécageuses. J'ai récupéré les petits animaux qui étaient dans cette mare, qui étaient venus s'installer dans cette mare, et je les ai dispatchés dans les autres points d'eau autour. Parce que je pense que les canards vont avoir un impact assez énorme sur la biodiversité de cette mare. Carrément colossal en fait. Et donc cette mare, on va l'agrandir et elle va devenir une mare à canards. Et par contre, donc, les mares de biodiversité, elles se trouveront autour du potager, protégées des canards et de tous les autres animaux d'élevage. Alors concernant les zones aquatiques sauvages, je pense que la plus importante c'est celle-ci qu'on a restaurée donc cet hiver. On a curé, on a sorti toute la terre qu'il y avait à l'intérieur.
Donc évidemment j'ai curé tout ça à la main avec ma bêche, hein, évidemment. Alors, évidemment on a fait venir des pelles mécaniques, on a enlevé une quantité folle de matière organique et de terre qu'il y avait au fond. Donc en fait ça faisait peut-être plus de 30 ans, 40 ans que la matière organique des arbres qui étaient autour tombait au fond et s'accumulait, ce qui fait qu'il y avait très peu de profondeur d'eau. Et donc là on a retiré la matière organique et maintenant il y a des endroits où il y a 10 cm d'eau, 20 cm d'eau et les endroits les plus profonds il y a peut-être 3,50 m d'eau. Et voilà, il y a vraiment tout un tas de hauteurs différentes et là c'est une zone qui est sans aucun animaux d'élevage en fait, hein. Donc l'idée c'est de végétaliser, mettre des végétaux et laisser les animaux sauvages s'installer ici. Moi l'intérêt de végétaliser c'est aussi de faire comme un filtre parce que là l'eau qui arrive elle vient de champs où il y a des vaches et il faudrait qu'elle arrive ici et ici je vais mettre plein de végétaux pour faire comme une phytoépuration avant que l'eau redescende dans mon étang où il y a les poissons qui servent, les poissons où on fait la pisciculture. Je vous avais fait une vidéo sur la pisciculture, si vous voulez savoir un petit peu plus le projet, regardez la vidéo, le projet pisciculture. Donc là c'est une mare, on va dire de biodiversité et de nettoyage d'eau, épuration de l'eau. Ensuite on a l'étang qui lui rempli de poissons et de canards mais qui attire énormément de biodiversité également. C'est pas la même, hein, on va pas trouver des têtards, on en trouve un petit peu en fait. En tout cas, il y a tout un tas de biodiversité qu'on ne retrouvera pas. Ici, on va trouver beaucoup de larves de libellules, de têtards, de tritons, etc. qu'on retrouve moins dans l'étang avec les poissons. Mais par contre, l'étang avec les poissons nourrit les martins pêcheurs, nourrit le héron, nourrit la grande aigrette. Ça nourrit également beaucoup de martinets, d'hirondelles, parce qu'il y a pas mal d'insectes. Et puis il y a les canards également. Et puis ça nourrit également les humains, nous qui mangeons du poisson. Donc voilà, niveau biodiversité aquatique, on a vraiment plein de niches écologiques pour attirer la diversité sauvage aquatique. Ce grand point d'eau qui doit faire une centaine de mètres carrés. On a également tout un tas de petites mares où il n'y a pas d'animaux d'élevage et des zones marécageuses. C'est pourquoi j'ai accepté de laisser ma petite mare dans le potager aux canards. Ah oui, pendant que j'y pense, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous vous rappelez que j'avais un canard coureur indien qui se prenait un peu pour une poule, hein, parce qu'il était né tout seul, il se faisait chasser par les autres canards. Et du coup, il suivait tout le temps les poules. Et ce canard-là, on a trouvé une ferme en fait pour l'accueillir. Donc maintenant, il se trouve dans une autre ferme voisine, on va dire. Et il est en liberté avec des femelles canes et il a de l'eau. Enfin voilà, donc ce canard coureur indien a trouvé une famille, pas de souci. J'ai également clôturé l'entrée de la serre, hein, pour pas que... Enfin pour l'instant en tout cas c'est clôturé. On verra selon l'impact des canards. Peut-être que j'ouvrirai plus tard ou que j'ouvrirai à certains moments dans l'année. Voilà, on verra l'impact des canards là-dessus. Mais pour l'instant je préfère garder quand même quelques zones de sécurité, on va dire fermées. Pour être sûr de ne pas tout me faire bouffer en même temps. Pour protéger quelques zones, quoi. Alors peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi introduire des canards coureurs indiens dans un potager? Pourquoi prendre ces risques? À quoi bon si le potager fonctionne si bien comme ça? Pourquoi faire ça? Moi, il y a plusieurs raisons en fait qui m'amènent à faire ça. Déjà, j'ai envie d'expérimenter. Je sais faire un potager classique qui fonctionne très bien. J'ai fait tout un tas de vidéos sur ce sujet, le potager de A à Z par exemple. Je vous invite à regarder si vous n'avez jamais vu ça. Je sais faire un potager classique sans problème. Et là, j'avais envie d'expérimenter de nouvelles choses pour plusieurs raisons. Déjà, comment rendre un lieu plus productif au mètre carré. Donc, mon potager au mètre carré, il produit plein des centaines et des centaines de kilos. Ça, c'est génial.
Mais est-ce que si j'introduis des canards couro-indiens, qui sont des canards qui pondent très bien, moi tous les jours je ramasse des œufs de canard, hein. Des œufs de canne pour être plus précis. Pas eux, parce que ceux que je viens de mettre au potager, c'est des petits, donc ils pondront qu'à partir de l'année prochaine. Mais les autres que j'ai en semi-liberté, en liberté quasiment, eux, tous les jours, je ramasse des œufs. Ce sont des œufs très intéressants qui sont sur certains aspects plus riches que les œufs de poule, qui contiennent plus de vitamine B12 et d'autres éléments intéressants. Donc voilà comment rendre un potager à la fois productif en légumes, mais aussi en œufs. Donc j'ai envie d'expérimenter ça pour voir à quel point on peut réussir à augmenter la productivité au mètre carré. Deuxième chose, c'est que je reçois chaque printemps, chaque automne des quantités de mails ou de commentaires qui me demandent « Ah là là, les limaces, que faire avec les limaces? C'est la guerre des limaces, chaque année c'est les limaces. » Franchement, les limaces, c'est un sujet qui, j'ai l'impression qu'il est intarissable, tout le temps des problèmes de limaces. Donc je veux voir un peu si avec des canards couro-indiens, eux c'est sûr qu'ils mangent des limaces, hein. Quand je leur donne des limaces, ils sont comme des fous, ils se jettent dessus. Donc là c'est sûr que dans mon potager, s'il y a quelque chose qui est presque sûr, c'est que je vais plus trouver beaucoup de limaces, hein. Là actuellement j'en avais pas mal de limaces. Ça ne m'empêche pas de cultiver et de produire en fait moi les limaces, mais en tout cas voilà, je pense que ça peut être une solution pour beaucoup de personnes qui rencontrent des problèmes chaque année avec des limaces, qui se font envahir de limaces. Potentiellement ces canards peuvent, on va dire si on simplifie, transformer les limaces en œufs. Donc voilà comment résoudre un problème et en faire une solution productive. Et puis voilà, apparemment ça chasse, ça mange aussi les doryphores. Donc là j'ai eu pas mal de personnes qui ont des problèmes avec les doryphores dans les pommes de terre. Donc voilà, j'ai envie d'expérimenter pour voir comment trouver des solutions. Pour tous ceux qui me contactent depuis des années, qui ont... Enfin, le problème des limaces, en fait, depuis que j'ai fait des vidéos, je crois que j'ai commencé les vidéos en 2014, j'ai l'impression que chaque année, je reçois des quantités de mails par rapport aux limaces. Voilà. Moi, je pense que la solution, c'est la diversité, planter beaucoup, etc. Mais on va essayer d'autres alternatives pour des contextes peut-être plus défavorables que ce que je n'ai moi. Donc voilà, tester le canard couro-indien et pareil pour les doryphores. Et puis voilà, comment surtout rendre un jardin productif, parce que tout le monde n'a pas la chance comme moi d'avoir un grand jardin. Moi, le potager, ça représente un tout petit espace par rapport à la taille de mes terrains. En fait, moi, en gros, je suis en train de transformer mon lieu de vie en forêt comestible. Et forêt comestible, plus prairie, plus pêcherie, enfin, un étang avec des poissons, un lieu comestible, un lieu de biodiversité, je suis en train de faire ça. Et le potager, ça représente qu'une toute petite partie du jardin, donc j'ai beaucoup de chance, mais pour des personnes qui n'ont qu'un petit jardin et que la partie potager, comment la rendre la plus productive possible au mètre carré, et donc pourquoi pas produire des œufs dans cet espace potager. Donc voilà, j'ai envie d'expérimenter pour essayer de nouvelles choses, sortir un peu de ma zone de confort, et en même temps pour essayer de trouver des solutions à tous ceux qui rencontrent plein de problèmes et qui ont envie d'avoir un petit lieu productif. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des expériences avec les canards couro-indiens. Je trouve que ce que j'entends, c'est toujours contradictoire, hein. C'est genre, tu vas voir les canards couro-indiens, ils vont tout te manger, c'est sûr et certain, j'en ai eu, ils m'ont tout mangé. Ou alors, inversement, tu verras, les canards couro-indiens, ils vont rien du tout te manger, j'en ai eu, ils mangent rien du tout. Donc il y a tous les discours qui existent. J'en ai entendu des centaines avec chaque petite variante, mais je veux l'expérimenter moi et puis le diffuser en vidéo pour que tout le monde puisse voir un peu exactement l'impact des canards couro-indiens à toute l'année dans un potager, parce qu'on peut aussi faire des compromis, c'est-à-dire mettre les canards qu'au printemps quand il y a des limaces ou en automne quand il y a des limaces, et le reste du temps ils ne sont pas dans le potager. Moi l'idée c'est de faire quelque chose où c'est en permanence les canards dans le potager, donc quand je vais faire mes petits semis, quand je vais faire mes petites plantations, etc. Voir comment je vais me débrouiller. Voilà, c'est à peu près tout pour la visite du potager. Si, il y a quand même un truc que je voulais... Je récupère encore des framboises là. On a eu récolté beaucoup de framboises. Avec des framboisiers, il y a plusieurs touffes de framboisiers par-ci par-là. On a récolté énormément de framboises. C'est pas ça que je voulais dire, c'est que c'est tout pour la petite visite du potager, hein. J'ai pas grand chose de spécial à en dire. Je vous en parlerai un petit peu plus pour l'année prochaine. On va voir un peu l'évolution des semis, etc. avec les canards. Pour cette année, c'est à peu près tout. Oui, je voulais dire un immense merci pour la réussite du livre La permaculture au jardin mois par mois. C'est un truc de fou, hein. C'est un livre qui a plu à énormément de monde. Je suis contacté par beaucoup d'écoles en fait qui utilisent le livre La permaculture au jardin mois par mois
pour faire des potagers dans les écoles et ça c'est vraiment chouette. Je suis très content de ça, de savoir que mon jardin peut servir pour que mes enseignants jardinent avec les enfants. Je trouve ça vraiment très chouette. Il y a aussi beaucoup d'assos qui me contactent parce qu'ils utilisent donc ce livre, la permaculture jardin mois par mois, pour les jardins partagés. Beaucoup de jardins partagés en fait utilisent ce livre parce que c'est vrai que quand on est dans un jardin partagé, on ne sait pas forcément quoi faire mois par mois. Chaque fois qu'on va au jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je sais que ce livre il est beaucoup utilisé par les écoles, par les assos qui ont des jardins partagés et je suis vraiment très content de ça, du succès entre guillemets que rencontre ce livre. En tout cas je suis très content des retours que je reçois, c'est vraiment hyper chouette et ça m'amène donc à la suite un petit peu. Je vais vous montrer un endroit du jardin que je vous ai pas très souvent montré, le jardin qui ressemble plus à une forêt comestible. Venez, je vais vous montrer ça. Donc là on se retrouve dans une partie du jardin que je vous montre très peu souvent. C'est la partie qui est le plus forêt comestible du jardin, la plus aboutie parce qu'en fait il y a des arbres fruitiers qui sont là depuis pas mal d'années et donc on est en train de transformer cet ancien verger on va dire en forêt comestible. Là par exemple je suis sous un pommier, il y a un autre pommier plus loin, il y a des châtaigniers, le plus grand arbre qu'on voit peut-être au fond c'est un châtaignier. Sur les côtés c'est plein de noisetiers, il y a des cerisiers. Voilà, là on est sur un lieu qui ressemble pas mal à une forêt comestible. Et tout ça pour vous dire que ces derniers temps, si j'ai fait moins de vidéos au potager, c'est parce que j'ai un petit peu organisé mes recherches plutôt en fonction de la forêt comestible. Et donc voilà, normalement, si tout va bien, il y a un livre qui sortira en novembre sur la forêt comestible. Donc le texte est écrit, tout est déjà relu, etc. Mais on est en train de travailler sur la mise en page, les photos, j'ai quelques photos à prendre, il y a pas mal de dessins très intéressants qui seront dans ce bouquin. Voilà, très content de cette œuvre qui devrait sortir je pense en novembre, mais je vous en reparlerai d'ici là. Donc voilà, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, probablement en septembre. Allez, ciao.